Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 décembre 2016. Nous sommes donc dans la fameuse semaine du rallye de Noël, semaine qui historiquement est globalement haussière avec une moyenne sur le CAC 40 sur les 30 dernières années de 0,4%. Néanmoins, semaine également connue pour être la moins volatile de l'année. En effet, et je ne vous apprends rien, la plupart des investisseurs sont avec leurs amis, avec leur famille, entre Noël et le Nouvel An. On a donc très peu de volatilité, peu de décalage sur les marchés. En attendant, on va faire un petit point sur l'actualité, sur les derniers décalages de prix. Je vais répondre à vos questions et c'est donc le quart d'heure US. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi dans cette émission. Comme d'habitude, nous verrons les actualités intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est soutenu par sa moyenne mobile à 20 séances, en tendance haussière à 2266 points. Le S&P est haussier, tout comme l'est le Dow Jones, tout comme l'est le Nasdaq. Tous les indices américains sont haussiers en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, et ce jusqu'à nouvel ordre. Je pense ne rien vous apprendre. Néanmoins, sachez que le fait d'être factuel et pragmatique en cette fin d'année, dans ce mouvement haussier, historique permet en tous les cas de ne pas se mettre trop rapidement en face de ce mouvement qui pour l'instant reste haussier et pourrait perdurer jusqu'à nouvel ordre. Le CAC 40, lui, travaille ses plus hauts annuels en clôture à 4845 points. On a vu ensemble qu'il était dans un canal haussier de moyen terme avec une borne haute à 4840 points atteinte la semaine dernière. Plus le temps passe, plus on latéralise et plus cette borne haute monte puisque c'est un canal haussier. La borne haute se situe actuellement à 4880 points et c'est un objectif haussier théorique dans cette tendance haussière tant que les supports tiennent. Bien évidemment, si on cassait les plus bas des dernières séances, ne serait-ce que les 4820 points, on pourrait revenir vers les 4800 points, seuil psychologique, voire, sait-on jamais, en cas d'aversion au risque, vers les 4740 points. En tous les cas, en données journalières à moyen terme, tant que le CAC sera au-dessus des 4740 points, les acheteurs gardent la main et ce, jusque nouvel ordre. Le VIX, le Volatility Index, échéance janvier, baisse de 12% depuis le 1er décembre, actuellement à 14,27 points, et quand le VIX va, tout va. Je veux dire par là que quand le VIX va à la baisse, tout va à la hausse sur les indices boursiers. En effet, l'indice VIX est aussi appelé communément l'indice de la peur, et quand le VIX baisse, eh bien c'est que la volatilité est faible et est donc synonyme d'un marché plutôt complaisant. Nouveau plus haut annuel potentiel en clôture sur le pétrole WTI à 52,7 $. Vous l'aurez compris, le WTI est en tendance haussière de moyen terme et de court terme. Tant qu'on est au-dessus des 51,4 $, les plus hauts de juillet et d'octobre dernier, les acheteurs ont la main, la tendance est haussière et on est susceptible d'aller plus haut. N'y voyez pas d'ETE, n'y voyez pas d'étoiles filantes, n'y voyez pas de bébés abandonnés. Il n'y a pas pour l'instant de figures chartistes ou de chandeliers japonais baissiers sur les cours du pétrole qui sont haussiers, qui sont soutenus fondamentalement et qui sont haussiers jusqu'à nouvel ordre comme les indices. Enfin, l'euro latéralise sous les 1,0465, ses anciens plus bas de 2015. Il est bloqué sous cette zone de prix. Si on arrive à la casser, on pourra aller chercher les 1,05, 1,0520. Tant qu'on est dessous, tant que le dollar est haussier, eh bien la tendance perdure et les vendeurs gardent la main sous les 1,0465. Et puis enfin, les cours du jus d'orange perdent 15% depuis le 1er décembre 2016. Début décembre 2016, nous regardions les cours du jus d'orange qui réalisaient un double échec sous leur plus haut annuel et historique, les plus hauts de 2011. On a échoué sous ce seuil, on a cassé une oblique de court terme, puis cassé une oblique de moyen terme, et progressivement, les vendeurs ont pris la main et on a donc perdu 15% en l'espace de 3 semaines et demie. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, vous pouvez noter que la volatilité est
exceptionnellement faible puisque la plus forte hausse dans l'Eurostoxx 50 ne dépasse pas 1%, c'est RWE avec 0,95% à la hausse. Dans les baisses, on a la Deutsche Bank qui consolide sa hausse récente. N'oublions pas que Deutsche Bank, il y a 2 mois, cotait 10 euros, qu'elle cote 17,50, soit 75% de plus qu'il y a 2 mois. Il est donc tout à fait légitime, tout comme sur BNP, que l'on consolide. Le titre BNP, lui, est passé de 40 à 60, donc il a gagné 50% en l'espace de 6 mois depuis le Brexit. Et les cours de BNP font face à des plus hauts de 8 ans, qu'on a testé à de très nombreuses reprises, à 61,80. Il est donc légitime qu'on consolide sous ce seuil. Côté statistique, rien à dire. On est fermé sur de nombreuses bourses, d'autres ouvrent mais avec de très faibles volumes. On n'a pas de statistiques d'importance ce matin. Cet après-midi, on a quelques chiffres aux États-Unis, notamment le Case Shiller et également la confiance des consommateurs. Donc ça, ce sera à 15h30 et 16h. Et puis le chiffre du jour, c'est 6,5. 6,5, c'est le nombre de milliards que l'Italie devrait apporter à la banque italienne Banco Monte dei Paschi di Siena. Bon, à chaque fois, je vous fais un accent différent sur le nom de cette banque, qui est, pour information, la banque italienne, enfin la banque européenne la plus vieille. Je me demande même si ce n'est pas la banque la plus ancienne au monde, puisque c'est une banque qui aurait été montée dans les années 1500-1600. Donc voilà, cette banque italienne plie sous le poids des créances douteuses. La BCE avait évoqué 5,5 milliards d'euros pour l'aider. Désormais, ce serait 8,8 milliards d'euros selon les sources proches donc de la BCE et de cette banque hier. Et donc là, on aurait 6,5 milliards apportés par l'Italie et 2,3 milliards qui pourraient être apportés par d'autres produits complexes. Donc, les bancaires italiennes, le secteur bancaire italien est toujours sous pression. Néanmoins, vous l'aurez remarqué, ça n'a absolument aucun impact sur les autres banques des autres pays, car bad news is good news, ce qui signifie que pire la situation est, plus la sortie par le haut, je veux dire par là un soutien par la BCE ou l'Italie, apparaît comme obligatoire. On donne aussi l'expression too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour tomber. C'est une expression qui avait été créée en 2008, puisqu'en 2008, on avait des réassureurs ou des bancaires qui étaient censés faire faillite, sauf que si ces établissements avaient fait faillite, eh bien cela aurait engendré une déstabilisation du système financier mondial. C'est notamment ce que l'on appelle des risques systémiques. Donc voilà, il faut comprendre que pendant une période, on a été stressé par le problème bancaire italien, mais ce dernier étant tellement énorme, tellement important, puisqu'on parle de 1/3 des 990 milliards de créances douteuses détenues par les bancaires européennes, qui seraient détenues par les bancaires italiennes. Donc si vous voulez, c'est tellement stratosphérique, c'est tellement énorme, que, quoi qu'il se passe, de toute façon, l'Italie et ou la BCE seront là en soutien. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs semaines, alors que les journalistes se concentrent sur le fait que nous sommes dans une crise bancaire italienne historique, que les marchés, eux, continuent de grimper, et que les bancaires, au mois de décembre 2016, ont réalisé leur plus belle performance à la hausse depuis 2009. C'est pour vous expliquer, vous faire comprendre que donc le concept de bad news is good news, que je vous explique ça. Cela veut dire en gros que quand certains secteurs, quand certaines sociétés sont tellement endettées qu'elles vont faire faillite, qu'il va y avoir de l'argent perdu pour les investisseurs, des cours de bourse qui vont s'effondrer, des personnes qui vont se retrouver au chômage éventuellement, que justement on a les instances soit étatiques, soit européennes qui sont là en soutien pour éviter le pire. Côté entreprise américaine, Boeing est en cours de finalisation d'une commande de 16,6 milliards de dollars par l'Iran, suite donc à l'arrêt des sanctions contre ce pays. Et Biogen voit la Food and Drug Administration, donc la fameuse FDA, autoriser le traitement Spinraza contre l'amyotrophie spinale. Donc l'amyotrophie spinale, c'est une maladie qui touche 10 000 nourrissons par an.
Et donc Biogen a reçu le feu vert pour lancer ce traitement. Et puis Lockheed Martin a promis à Donald Trump de faire baisser le prix du F-35, donc c'est un avion de combat pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors ça, c'est vraiment du jamais vu. C'est-à-dire que Donald Trump, le président des États-Unis, première puissance économique mondiale, a expliqué sur Twitter qu'il trouvait les F-35 de Lockheed Martin trop chers, donc Lockheed Martin revoit à la baisse ses prix. C'est du jamais vu, un président qui attaque directement certaines industries via Twitter et qui, en quelque sorte, a gain de cause. On a vu aussi Donald Trump publier des tweets au sujet des prix des médicaments, expliquant que les médicaments étaient trop chers, comme l'avait fait Hillary Clinton il y a un peu plus d'1 an. Et c'est la raison pour laquelle le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique sont restés sous pression ces dernières semaines. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, très peu de volatilité, plus forte hausse de vendredi dernier 4%, plus forte baisse 3%, on n'a pas vu ça de l'année. Williams Company, c'est une société qui est spécialisée dans le gaz naturel. Étant donné que les cours du gaz naturel sont sur leur plus haut annuel, eh bien ce titre est soutenu. Domaine Bradcorp, c'est une société dont le cours se trouve dans un range et on a réagi positivement sur la borne basse. Et puis quant aux plus fortes baisses, Cintas Corporation et CME Group. Cintas Corporation, c'était les publications du groupe qui ont fait baisser les cours et CME Group, c'était le détachement d'un dividende. Enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un triangle sur le CFD Japon 225, donc le Nikkei en données 4 heures. Et on suivra la sortie de ce triangle qui devrait donner le tempo pour la suite. Le Nikkei, comme vous pouvez le voir depuis la fin du mois de novembre, est dans une belle tendance haussière. Il s'est stabilisé depuis la mi-décembre dans une consolidation à plat. Or, dans une consolidation à plat à l'intérieur d'une tendance haussière, la probabilité est-elle plus forte à la hausse ou à la baisse? Je vous laisse répondre à cette question. On va passer à la plateforme de CMC Markets. C'est comme d'habitude dans cette émission, on commence par les indices américains. Ici le Dow Jones. Le Dow Jones est haussier en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures et 1 heure. Donc autant vous dire que pour quelqu'un qui fait de l'analyse graphique, il n'y a absolument aucun, j'ai bien dit aucun, voyant au rouge actuellement. La tendance est haussière, les acheteurs ont la main, les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts également, on est sur des nouveaux records, nous ne sommes pas dans l'euphorie, le Dow Jones gagne à peine 10% depuis le début de l'année, ce qui est en ligne avec sa moyenne historique. Le Dow Jones a pris appui sur sa fameuse moyenne mobile à cette période que je vous invite à suivre depuis des semaines. Tout comme depuis des semaines, il a tenu jeudi dernier, il a tenu vendredi dernier, il a tenu encore aujourd'hui, et les 20 000 points, les fameux, ne sont plus qu'à 29 points des cours actuels. En d'autres termes, jusqu'ici tout va bien, la tendance est haussière, et ce, jusque nouvel ordre. Et c'est la même chose sur le Nasdaq, qui est haussier et qui inscrit un nouveau record annuel et historique ce jour. Et c'est la même chose sur l'US Small Caps 2000, c'est-à-dire le Russell 2000, l'indice américain des Small Caps, qui est lui aussi dans une tendance haussière. Et c'est le cas sur le S&P 500, qui est haussier, soutenu par sa moyenne mobile à 20 séances qui arrive en soutien et qui se dirige vers ses plus hauts annuels. Aucun nuage à l'horizon pour le moment, en l'état, graphiquement parlant, sur les indices américains. Sur les indices européens, c'est une pâle copie des États-Unis, comme d'habitude. Le DAX est dans une tendance haussière, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, tendance haussière en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, support à 11 430 points et 11 400. Seule une rupture des 11 400 points changerait la donne à court terme et nous contraindrait à devenir un peu plus neutre sur l'indice allemand. En attendant, la tendance haussière peut perdurer. Concernant le CAC 40, tendance haussière, canal haussier, on est en train de casser les 4840, la borne haute du canal se situe actuellement à 4880 points, seule une rupture des plus bas
de vendredi, et d'hier aussi, des 4820 points, enverrait les cours vers le seuil psychologique des 4800, voire plus bas. Mais ça, ce serait en cas de signaux baissiers. Pour l'instant, aucun signal baissier à l'horizon. Nous sommes dans la semaine la moins volatile de l'année. Nous sommes dans une semaine qui historiquement est plutôt positive. Aucune mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. Comprenez par là que, en l'absence de mauvais chiffres économiques, de guerre sur Twitter entre la Chine et les États-Unis ou autres, ou bien de risques géopolitiques avec la Russie, eh bien, les marchés pourraient continuer de monter tant qu'en tous les cas qu'ils ne cassent pas de support. Côté action américaine, on a toujours First Solar qui fait de la résistance, société spécialisée dans l'énergie solaire qui tente de se reprendre progressivement ces dernières semaines. On travaille une zone de résistance clé ici, les 33,60. Si on arrive à repasser dessus, clairement à moyen terme, les acheteurs pourraient reprendre la main, mais il faut confirmer cela. Tesla Motor, elle était dans un range entre 180 et 290 $. On avait vu ensemble que les 200 $ faisaient blocus. C'était un seuil psychologique conjugué à une oblique baissière de moyen terme passant par les plus hauts du mois de mars, du mois de juillet, du mois d'octobre et du mois de décembre. On a cassé les 200 $ et depuis les 200 $, que s'est-il passé ? Un rallye haussier de 10% en l'espace de 6 séances. Voilà, l'analyse technique est très claire. Quand on prend appui sur un support, qu'on casse une résistance, que les indicateurs corroborent le mouvement haussier et qu'on est en période de fête d'autant plus, eh bien voilà, les acheteurs ont repris la main et depuis le signal de la cassure des 200 $, le titre Tesla a gagné 10% et pourrait continuer de monter tant qu'il ne fera pas de chandelier de retournement baissier. Twitter, on avait vu que Twitter était sous pression la semaine dernière, que le titre avait fait un gap d'accélération puis un gap potentiel d'épuisement. On avait vu que Twitter se posait en fin de semaine dernière sur ses plus bas du mois d'octobre à 16,30 $. On a réussi à tenir jeudi, vendredi on s'est stabilisé, aujourd'hui lundi on se reprend. Twitter semble donc avoir trouvé un support clé à 16,30. Les acheteurs pourraient reprendre la main et faire perdurer le rebond technique tant que ce seuil tiendra. Seule sa cassure inverserait la dynamique en place. Netflix est une société qui a le vent en poupe, très belle tendance haussière depuis 2012, donc ça fait 4 ans que cela dure. Après une année 2016 un peu difficile, eh bien le titre est violemment reparti à la hausse suite à la publication de ses résultats la deuxième semaine d'octobre dernier. Ensuite, on a eu un repli rapide sur une zone clé, les 110-111 $, puis les acheteurs ont repris la main. On est sur les plus hauts annuels, on est non loin des plus hauts historiques. Le titre, vous voyez, est bien soutenu. On peut réussir à matérialiser une tendance haussière en traçant une oblique qui passe par tous les plus bas depuis à peu près un mois. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, les acheteurs ont la main, on pourrait aller challenger les plus hauts annuels, voire les plus hauts historiques. Seule une rupture de cette oblique changerait la donne, bien évidemment. Concernant Advanced Micro Device, AMD, donc ça c'est un titre qui depuis le début de l'année a quintuplé, on est même pratiquement à x6 puisqu'on s'approche des 12 $ avec le titre au plus bas côté 2 $ cette année. On a ici une magnifique tendance haussière, une rupture d'une résistance datant de 2009 à 10,30 $ et je vous le répète depuis maintenant 2 semaines, tant qu'on est au-dessus des 10,30 $ et que l'on évolue le long d'une oblique haussière, les acheteurs ont la main, on peut continuer de grimper et seule une rupture de cette oblique changerait la donne pour la suite. Alors vous me direz, mais Nicolas, dans ces cas-là, comment on fait pour définir des objectifs ? Vous avez 2 solutions. Premièrement, vous prenez un graphique historique qui vous permet de définir des seuils techniques travaillés par le passé, qui seront donc des objectifs haussiers théoriques. Vous pouvez aussi regarder les notes de recherche de certains analystes. En l'occurrence, les derniers analystes à avoir sorti une note sur Advanced Micro Device lorsqu'elle était à 10 $ envisageaient une hausse jusqu'à 15 $. Donc vous pouvez comprendre par là que ce n'est pas parce que le titre prend 10% que c'est une hausse forte. Le titre prend 600% depuis le début de l'année. Et n'oublions pas qu'il venait de très loin, puisque le titre Advanced Micro Device a déjà coté en 2006 plus de 40 $. Voilà, donc une tendance haussière ici qui perdure, et ce tant que la loi de Dow sera respectée, c'est-à-dire des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Groupon, rien à dire de spécial dessus. eBay,
On a réussi à s'extraire d'un range par le haut et on est venu faire un pullback sur ce range. Vous voyez ici, on était bloqué dans un range, on en est sorti par le haut, on a fait un pullback sur le haut du range, puis les acheteurs reprennent la main. Donc tant qu'on est au-dessus ici des 29 $, eBay peut être considéré comme haussier, comme titre. Seul un retour sous les 29 $ changerait la donne. Microsoft, on en avait parlé, me semble-t-il, récemment. On avait vu que le titre était en tendance haussière puissante, mais que on était relativement haut. Donc dans ces cas-là, on peut cadrer la tendance avec des obliques de soutien. Et puis si on casse les obliques, alors on peut devenir prudent. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'on n'a pratiquement rien du tout. Wells Fargo qui consolide à plat, Johnson & Johnson qui consolide sa hausse récente, et Tetra Tech qui est toujours coincé dans son petit range entre 42,50 et 44,20,30 $. Donc vous voyez absolument pratiquement aucune baisse sur ma liste d'actions américaines, que des hausses dans de faibles volumes, une faible volatilité, quelques titres qui accélèrent comme Tesla quand même, ce qui devrait ravir certains investisseurs. Mais vous voyez donc globalement des marchés qui sont positifs. Ensuite, on va passer aux matières premières. Alors, concernant les matières premières, j'aimerais bien que vous alliez lire le papier que j'ai publié ce matin sur le site de CMC Markets qui s'appelle « Les graphiques de la semaine spéciale matières premières ». Je vous ai mis dedans les graphiques qui me semblaient les plus parlants, donc sur le blé, sur le riz, sur le palladium et sur l'or. Donc, on va passer ensemble ces configurations, mais vous pouvez également donc relire mon papier si vous souhaitez de mon avis là-dessus. Alors ça, c'est absolument magnifique. Je vous ai averti en fait ce matin dans la matinale du fait que les cours du blé étaient en train de faire une réaction positive sur une oblique haussière de soutien, et là les cours du blé sont passés de plus 1% à plus 4% pratiquement. Autant vous dire que plus 4% sur les cours du blé c'est rare, d'autant plus en période de fête sans volatilité ni volume. Donc c'est potentiellement un mouvement significatif auquel nous sommes en train d'assister sur les cours du blé, qui réagissent positivement sur leur plus bas de novembre et leur plus bas de cet été, qui sont dans un triangle chartiste, dont si on venait à s'extraire par le haut, eh bien on aurait un signal haussier de moyen terme qui serait donné. Donc il est trop tôt pour l'instant pour anticiper cela. Néanmoins, on a une tenue des plus bas annuels, une réaction positive sur une oblique, une divergence haussière sur le RSI et la plus forte hausse du jour sur le blé. Donc, on a quand même des indicateurs, des indices qui nous disent que les acheteurs sont bel et bien présents, que cette zone de prix est défendue et qu'on pourrait redémarrer à la hausse. Voilà, donc c'est ça qui était écrit dans l'analyse que je vous ai publiée ce matin sur le site de CMC Markets. On attendra donc bien évidemment à moyen terme la sortie de cette zone de consolidation. Ensuite, les cours du maïs, tout comme les cours du blé, dans la famille des graminées se reprennent. Je vous rappelle qu'il y a une forte corrélation entre le blé, le maïs et l'avoine, qui sont tous les trois des graminées. On retrouve également soja et huile de soja qui rebondissent après leur forte baisse de la semaine dernière. On retrouve également les cours du pétrole qui sont donc sur des nouveaux plus hauts annuels potentiels en cours de clôture. Vous voyez ici, les anciens plus hauts de l'année sont en décembre à 52,50. On est actuellement à 52,70. Donc en l'état, si on clôturait au cours actuel, on serait sur des nouveaux records annuels en cours de clôture. Cela veut dire que les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. On est donc dans une tendance haussière. Les acheteurs ont donc la main, les vendeurs n'ont donc pas raison d'être en position a priori sur ce marché. Concernant le platinium, on est dans une tendance baissière, dans un biseau descendant, qui est une figure qui invite à surveiller la configuration actuelle. On a une tendance baissière des cours, mais une divergence haussière sur le RSI. C'est ce qui met la puce à l'oreille sur le fait qu'on peut surveiller cette configuration. Il y a plus de 75% de probabilité de sortie par le haut d'un biseau descendant. Néanmoins, il y a aussi 25% de probabilité de sortie par le bas. Donc on attendra la sortie validée en cours de clôture de cette figure chartiste pour parler de la suite. Et si cette suite était en faveur des probabilités, était à la hausse et corroborait la divergence haussière sur le RSI, alors c'est qu'un potentiel haussier de court terme pourrait se développer, mais on verra cela en cas de cassure haussière bien évidemment.
Concernant les cours du gaz naturel, j'étais dubitatif ce matin sur le gap haussier que l'on a noté à l'ouverture en ce mardi, donc à 3,70 sur des nouveaux records annuels, et je vous disais c'est soit un gap d'accélération, auquel cas on va pas forcément combler le gap laissé ouvert ce matin, on va accélérer vers de nouveaux records annuels, soit c'est un potentiel gap d'épuisement, auquel cas on va ouvrir, puis revenir sur les anciens plus hauts, puis peut-être même clôturer dans le rouge. Donc pour l'instant on a clôturé le gap, on est donc pile poil sur cette ancienne résistance devenue support théorique. Il faut attendre la clôture. Si on clôture, qu'on remonte par rapport au cours actuel et qu'on clôture bien au-dessus des plus hauts précédents, ça reste haussier. Si on clôture sous les plus bas du jour et qu'on clôture donc dans le rouge, c'est qu'on a ce risque de potentiel gap d'épuisement. Concernant l'or et l'argent, comme je l'ai expliqué dans mon papier de ce matin, ce sont des réactions épidermiques sur support, ce sont des rebonds techniques permis par une faible liquidité des cours. L'or était dans une tendance baissière, dans un canal baissier, on en est sorti par le haut ce matin, mais cela semble être une hausse forcée par un effet de faible liquidité. Vous voyez que les cours ont reperdu 14 $ depuis les plus hauts du jour, on est pratiquement revenu à l'équilibre sur la journée, donc attention à ceux qui jouent les rebonds sur l'or et l'argent. Les signaux donnés ce matin ne semblent pas être très puissants. Concernant les cours du riz, j'ai écrit aussi dessus ce matin parce que les cours du riz travaillent leur plus bas annuel, leur plus bas de novembre et d'août dernier, à partir desquels on avait eu de beaux rebonds. On note également une divergence haussière sur les cours du RSI qui nous invite donc à surveiller les cours du riz. Si on tient l'oblique actuel et que les acheteurs reprennent la main, eh bien, cela corroborerait le fait qu'on a une divergence RSI, une tenue de support et on pourrait connaître alors un rebond. Si on casse cet oblique, bien évidemment, cela remet à plus tard les éventuelles perspectives haussières. Concernant les cours du jus d'orange, c'est baissier, mais on a déjà perdu 15% depuis les plus hauts annuels et historiques, donc la prudence pourrait être de mise sur cet actif après cette belle correction baissière que nous avons suivie progressivement. Et concernant les cours du café Arabica dont on avait parlé la semaine dernière, ils étaient dans un range dont j'attendais la sortie. La sortie s'est faite par le bas. Les vendeurs ont donc naturellement repris la main dans le sens de la tendance qui est en place depuis début novembre et qui est baissière. Et puis pour finir les devises. Et bien sûr les devises, on assiste à une stabilisation des cours du dollar qui depuis ce matin en fait n'ont pas bougé. On est à 103 points, donc à l'équilibre. On a l'AUD qui est à l'équilibre, mais dans une tendance baissière de fond. L'euro-dollar à l'équilibre sous résistance dans une tendance baissière de fond. La livre qui continue d'être sous pression, toujours dans une tendance baissière de fond. Et le NZD, lui aussi, dans une tendance baissière de fond. Si et seulement si le dollar venait à consolider dans les séances à venir, un rebond technique pourrait prendre forme sur les paires en dollars. A contrario, tant que la tendance haussière du dollar perdurera, les risques seront bien évidemment baissiers sur ces paires. Quant à la paire USD-Yen, on en a parlé ce matin, on est dans un triangle de consolidation dans une tendance haussière, les probabilités sont donc d'une sortie plutôt haussière. C'est ce qui est en train de se passer puisqu'on est en train de challenger l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 10 jours et si on casse cette oblique en cours de clôture, ce serait donc un nouveau signal de relance à la hausse dans le sens de la tendance haussière de moyen terme et de court terme et les acheteurs gardent donc la main et ce jusque nouvel ordre. Alors, j'ai Mich qui me dit, avez-vous un avis sur l'ETF Lixor matières premières or énergie CRN? ETF Lixor énergie. Alors que vous me notiez le code ISIN en fait ne me sert pas à grand chose mon cher. ETF Lixor. Vous voyez là j'ai un ETF Lixor Level DAX. Des ETF Lixor, j'en ai pas mal en France. ETF Lixor, vous me dites que c'est ETF Lixor matière première. Et je n'ai pas d'ETF qui s'appelle Lixor matière première. Donc si vous aviez le nom exact utilisé sur la plateforme de CMC Markets, je me ferais un plaisir d'étudier le graphique pour vous et d'en faire donc une analyse factuelle.
Voilà, sur ce, vous l'aurez compris, les tendances perdurent, les indices sont haussiers, les actions sont globalement haussières, les matières premières, notamment les graminées, se reprennent à court terme, c'est intéressant à suivre. Quant au Forex, on reste très neutre en cette semaine de très faible volatilité. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions, on a passé en revue toutes les classes d'actifs, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. AB me dit « Bonjour Nicolas, y a-t-il une raison qui vous fait utiliser un RSI à 10 périodes ?» En fait, j'utilise le RSI de base, donc c'est-à-dire période 10, suracheté 0,7, survendu 0,3. Pourquoi est-ce que j'utilise l'indicateur de base? Eh bien parce que c'est celui qui est utilisé par tout le monde, et qui dit indicateur utilisé par tout le monde dit que cela augmente sa pertinence. Voilà, c'est la raison pour laquelle je préfère utiliser le même RSI que les autres analystes. Vous regarderez un peu le comportement du CAC par rapport à sa moyenne mobile à 200 séances. La moyenne mobile à 200 séances, c'est la moyenne mobile de référence pour le long terme pour les gérants de portefeuille. Or, si vous regardez les réactions du CAC 40 sur la moyenne mobile à 200 séances ces 4 derniers mois, vous serez tout simplement bluffé. Alors, alors Michel, vous me dites, vous l'avez dans votre tableau de matières premières sélectionnées. Alors vous voyez ici, j'ai mon tableau de matières premières. Voilà, d'accord, donc le Lyxor ETF Commodity. Donc vous m'avez dit Lyxor ETF matières premières. Donc bien évidemment, ça veut dire la même chose, mais essayez de me donner le nom exact que je puisse le retrouver. Donc en 2015, le Lyxor Commodity il était orienté à la baisse, puisqu'on avait un dollar qui pesait, mais on avait surtout le pétrole qui chutait très fortement en 2015 jusqu'au début 2016. Depuis le début de l'année 2016, depuis le point bas du pétrole le 11 février dernier, on a une tendance haussière qui a pris naissance. Et donc sur ce Lyxor Energy, on est dans une tendance haussière manifeste. C'est ce qui fait d'ailleurs que les opérateurs envisagent un retour de l'inflation, car qui dit hausse des matières premières, hausse de la croissance, dit hausse de l'inflation également. Donc voilà, on est haussier, en tendance haussière de moyen terme. Vous voyez ici un graphique hebdomadaire, on a un canal haussier qui cadre les cours. Tant qu'on est au-dessus des plus hauts des 3-4 dernières semaines, eh bien on est au-dessus des plus hauts de fin octobre 2015. On est en tendance haussière, on est au-dessus d'une ancienne résistance devenue support et on pourrait éventuellement continuer de grimper. Si on passe sous les 16,5 sur cet ETF, alors attention, c'est que des velléités baissières feraient leur retour. Voilà, sur ce... Très belle réaction du blé, à suivre dans les séances à venir. Je vous ai parlé de pas mal d'actifs. Je vous invite à lire mon analyse sur les graphiques de la semaine sur le site de CMC Markets. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon trading. Et puis on se retrouve tous demain à 10 h pour la matinale. Bonne soirée à tous.